Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris pour une merveilleuse, délicieuse interview sur l'argent, notre relation à l'argent. Je suis assise à côté de Christian. Christian, je suis enchantée de faire cette interview. Tu es de Suisse, hein? Oui, c'est bien ça. Alors, ancien banquier suisse quand même, 23 ans. Et Christian enseigne maintenant, comment on peut dire, à pacifier son rapport à l'argent. Voilà, tout à fait. Déjà, à prendre conscience de ce rapport à l'argent et à le pacifier pour qu'il soit au service de nos projets de vie. Ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment ça. L'argent a cette peut-être utilité où on ne le voit pas pour ce que c'est vraiment. Alors effectivement, on y colle beaucoup de choses dessus que n'est pas l'argent. Parce que finalement, l'argent est quelque chose de très neutre. Ce sont des bouts de papier. Aujourd'hui, beaucoup des chiffres dans un ordinateur, mais qui ont été faits pour nous faciliter la vie, puisqu'on a passé du troc avec un intermédiaire qui s'appelle l'argent, pour ne plus avoir à négocier chaque fois une contrepartie. On passe par cet intermédiaire argent et après, avec cet argent, on peut en faire autre chose. Mais l'argent n'est plus vu pour ça. Aujourd'hui, on y a collé beaucoup de choses, sécurité, liberté, la source de tous les des maux du monde, des conflits, etc., etc., que n'est pas l'argent. Et ça nous arrête dans notre élan pour vivre des rêves. Des fois, c'est une magnifique excuse d'ailleurs, hein, pour ne pas bouger, rien faire. Et c'est la faute de la société ou de l'argent ou de ne pas avoir d'argent, hein. Probablement, tu entends beaucoup de choses comme ça lors de stages que tu proposes. Alors oui, bien sûr, et puis je dirais que mon exemple déjà est celui qui me parle le mieux, puisque pour moi l'argent est égal à sécurité, ce qui veut dire que comme mon insécurité, j'essayais de la compenser par la sécurité, une pseudo-sécurité qui s'appelle l'argent, j'ai cru qu'il fallait accumuler des montants pour me sentir sécure, et j'ai vu que ça ne marchait pas du tout. En fait, j'avais beau économiser toujours plus, mon insécurité restait la même. Donc tant que je ne m'occupais pas de moi et de créer cette estime de soi, cette confiance en moi, j'allais jamais pouvoir me réaliser. Donc tant que j'avais ce mensonge que je m'étais créé moi-même de croire que mon argent allait être ma sécurité, j'étais piégé moi-même par cette croyance-là. Alors on peut soit être avare face à l'argent, soit dépenser trop. Quelles sont les différentes dynamiques ? Alors oui, aujourd'hui je n'utilise plus tellement le mot avare parce que je vois que derrière c'est une peur. Si je vais en dessous, c'est vraiment... Mes enfants disaient de moi des fois que j'étais une râpe, un radin, mais en fait c'était juste ma peur qui s'exprimait de cette manière-là. Parce que j'avais peur qu'ils me demandent trop d'argent, alors qu'au fond, je les aimais beaucoup, mais c'était ma peur qui s'exprimait de cette manière-là. Mais c'est vrai qu'il y a une partie des personnes qui ont tendance à accumuler de l'argent parce qu'ils croient justement que l'argent leur donnait plus de sécurité, plus de liberté, plus d'autonomie, etc., etc. Ce sont des croyances, alors qu'en fait, cette liberté, on peut la chercher au fond de nous. Et je trouve que ton livre sur la relation à l'argent, enfin, je n'ai pas d'argent, ça me plaît, parle vraiment magnifiquement de ça, qu'on peut faire des choses sans avoir d'argent, on n'a pas besoin d'avoir d'argent pour ça. Mais moi, à l'époque, ma peur, c'était de ne plus l'avoir, donc c'est une surconsommation. Ça aussi, ça existe. C'est-à-dire dépenser, 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 ne pas pouvoir garder l'argent, ça coule, c'est liquide, ça part. Oui, alors absolument. C'est-à-dire que là, on a affaire à d'autres personnes qui ont une vision négative de l'argent. C'est-à-dire que si je pense par exemple que l'argent c'est quelque chose de mal, que c'est du stress, que c'est les sources du problème dans le monde, j'aurais tendance effectivement ou à garder l'argent à distance, à ne pas l'attirer, ou dès que j'en ai, à m'en débarrasser, parce que inconsciemment je porte une croyance que c'est pas bien d'avoir de l'argent. Comme s'il y avait un plateau en plus à ce qu'on savait par rapport à nos parents, comme s'il y a un certain niveau, montant qu'on pourrait accepter presque sur notre compte bancaire et après c'est trop, c'est plus possible. Il y a ça aussi qui existe, non ? Il y a vraiment des grosses croyances. Alors il y a énormément de croyances et tu parles de la famille, c'est vrai que nous portons aussi un certain nombre d'événements de la généalogie. Je m'explique, par exemple, dans ma famille, il y a eu énormément de faillites. Donc c'est clair que c'est pas anodin non plus et c'est peut-être pas pour ça que je fais ce métier d'ailleurs, entre parenthèses, et aussi de voir effectivement quand il y a eu des personnes qui ont été spoliées ou autres ou des parents qui ont vivoté, qui ont fait le mieux qu'ils pouvaient, qui avaient peu d'argent, je ne me donne pas l'autorisation d'en avoir plus par loyauté familiale. Donc dans les ateliers, on travaille beaucoup la notion de déloyauté, de s'autoriser déloyal à un certain nombre de choses. Et déloyal ne veut pas dire désamour, hein. Déloyal veut dire je vais faire autrement un certain nombre de choses et sur d'autres choses, je suis pleinement loyal à qui vous êtes, aux valeurs que vous m'avez transmises. Mais s'autoriser à faire autrement, c'est vraiment important. Et c'est marrant parce que tu étais banquier pendant 23 ans et tu étais en contact avec des personnes qui ont beaucoup d'argent. Et le bonheur n'est certainement pas là. Ou il peut l'être, hein, mais... Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé cette phrase que l'argent ne fait pas le bonheur, mais même si je trouve intéressant que Mathieu Ricard a dit « Je ne suis pas d'accord, l'argent fait le bonheur à une condition, c'est qu'on en fasse profiter les autres. » Puisque des études ont montré que si on faisait profiter les autres, ça nous rendait heureux, que si on le gardait pour soi, égoïstement, ça ne nous rendait pas heureux.
Mais c'est vrai que dans ce métier de banquier, j'étais en plus conseiller en placement financier, donc j'avais affaire à ceux qui avaient nettement plus que la moyenne. Et à ma grande surprise, j'ai vu que ce n'était pas du tout ce que j'imaginais d'avoir de l'argent, puisque j'ai vu qu'ils n'étaient pas plus heureux en famille que les autres, ils se divorçaient comme les autres, ils ont eu des maladies, j'en ai vu un certain mourir du cancer, de crise cardiaque ou je ne sais quoi, j'en ai vu d'une extrême solitude, j'en ai vu avoir des problèmes d'alcoolisme, enfin, les mêmes problèmes que monsieur tout le monde, et surtout j'en ai vu qui du jour au lendemain ont été stressés parce qu'ils ont eu de l'argent, ils ont hérité de l'argent, qui n'étaient pas stressés avant. Donc ça m'a vraiment surpris et on peut avoir peur de perdre que ce qu'on a. Et finalement, au moment où ils en avaient, certains avaient beaucoup peur de le perdre. De même que quelqu'un qui va gagner au loto va le dépenser tout de suite, hein, ne va pas pouvoir le garder. C'est en rapport avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Alors en tout cas, une personne sur deux n'a plus rien au bout de 2 ans. Et il y a eu une enquête qui était absolument incroyable aux États-Unis ils ont regardé le niveau de bonheur des personnes qui avaient gagné un gros montant en loterie une année après qu'ils aient gagné le gros montant. Et les personnes sont devenues paralysées physiquement. Ils ont regardé leur niveau de bonheur une année après. Exactement le même résultat. Alors que tu es d'accord que si on pouvait choisir, on choisirait tous de gagner à la loterie et pas d'être dans un fauteuil roulant. Et je trouve fascinant de voir que le niveau de bonheur est le même, mesuré par eux-mêmes. Ce qui est fascinant aussi, c'est des personnes comme Donald Trump aux États-Unis ou autres qui ont fait des grosses fortunes et tout reperdu. Ils arrivent facilement à réaccéder à ce niveau-là parce qu'ils savent. Comment ça se fait quand on a réussi à accéder à un certain niveau financier, on y arrive de nouveau, de toute façon, même si on perd tout? Alors, je crois déjà qu'ils ont une croyance, c'est que, un, ils peuvent, et deux, qu'ils le méritent. Parce qu'il y a vraiment cette problématique pour beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ne méritent pas de gagner de l'argent, de le recevoir. Et il y a une chose de fascinant, je le livre comme ça, c'est que le fait de ne pas avoir été désiré comme enfant, que nos parents ne voulaient pas avoir un enfant à ce moment-là, ou ne pas être désiré au niveau du sexe, ça a une influence sur notre relation à l'argent. C'est-à-dire qu'on va comme engrammer que puisque je ne mérite pas la vie, je ne mérite pas de recevoir, y compris l'argent, pas seulement l'argent. Et on va avoir affaire à des personnes qui vont beaucoup donner, et qui auront de la peine à recevoir en retour. J'en ai fait partie, donc je sais très bien de quoi il s'agit. Et alors comment, ce qui est étonnant aussi, donc là on est au Salon Zen de Paris, il y a beaucoup de personnes, de thérapeutes, de personnes dans la spiritualité, dans le don de soi, et il y a cette incompréhension, hein, ce décalage et cette perte de confiance par rapport à l'argent et le fait de ne pas vouloir soit mettre un montant sur ses services. C'est quand même dommage, non ? Absolument. Puisque quelqu'un qui fait ce qu'il aime, qui rayonne dans ce qu'il fait, ça serait bien malheureux qu'il ne puisse pas en vivre. Parce que finalement, c'est un cadeau pour lui et c'est un cadeau pour les autres. Donc effectivement, je vois régulièrement ça. Encore la semaine passée, à Liège, lors d'une conférence, quelqu'un me disait « Je fais les prix très bas pour être sûr que les plus démunis puissent s'offrir mes services. » Je dis « Oui, c'est dommage parce que tous ceux qui auront les moyens de payer plus ne vont pas le faire et tu ne vas pas réussir à pérenniser ton projet. Ce n'est pas possible dans ces conditions-là parce que ce sont des prix qui sont vraiment très bas. On ne peut pas en vivre. » Donc il y a effectivement cette difficulté pour certains. Je l'entends souvent en disant j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais, je ne peux quand même pas demander de l'argent en contrepartie, comme si c'était indécent, voire presque obscène. Alors qu'au fond, non, comment est-ce qu'on peut mettre du et avoir du plaisir et gagner de l'argent? Et tu peux voir que derrière tout ça, il y a comme une croyance que l'argent ne se mérite qu'à travers de la souffrance. Il y a quelque chose de très judéo-chrétien derrière, il semblerait. Et que finalement, c'est comme si nous portions encore ça, en tout cas beaucoup d'entre nous, et que finalement, non, c'est pas juste. Osons nous réaliser, c'est un bonheur pour chacun, et c'est comme ça que le monde va être plus joyeux, s'il y a des personnes joyeuses à faire ce qu'elles font, et qui réussissent, bien sûr. Docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous appeler Docteur Argent. Qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Dites-nous, donnez-nous la recette. On ne me l'avait encore pas fait, celle-ci. Soignez-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ben, la première chose déjà de prendre conscience effectivement de comment je fonctionne, peut-être de noter un peu ses peurs, de voir que moi-même je me suis encore surpris parfois. Je prends un exemple à voir que dans un brunch où tu payes après tu te sers autant que tu veux, je me suis servi une fois de trop, peut-être même deux, et finalement je me suis dit oh là là, je l'ai payé cher, j'étais pas bien pendant 2-3 heures. Je me dis mais est-ce que ce serait plus important d'en avoir pour mon argent que mon bien-être? C'est choquant quand même, hein. Et je crois que nous sommes beaucoup parfois à être là-dedans et il y a comme des habitudes encore qui sont difficiles à changer. Mais déjà pour moi de l'observer, de le voir, c'est déjà un premier pas de me dire qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que j'ai suffisamment d'amour pour moi, pour prendre soin de moi, ou c'est mon argent qui est le plus important? En général, si on se pose la question, je crois que la réponse, nous l'avons tous déjà. Donc, ça sera un peu facile de dire venez à mes ateliers, bien sûr, puisque l'idée c'est de transformer, de pacifier sa relation à l'argent. Mais c'est un travail et ce que j'adore moi en animant ces ateliers, c'est que je découvre les êtres humains dans leur profondeur de qui ils sont, de ce qu'ils aspirent et dans leur relation à eux-mêmes, la valeur qu'ils se donnent, mais le regard qu'ils ont sur eux-mêmes. Et je découvre là des princes et des princesses, c'est absolument merveilleux.
Parce que en dessous de tout ça, en dessous de toutes ces peurs, et il y a vraiment des êtres magnifiques, hein, lumineux, qui ont envie de déployer, on a tous envie de déployer nos ailes. Oui, absolument, absolument. Et c'est vraiment les freins que nous nous mettons et nous-mêmes qui nous empêchent de le faire. Hein. Qui osons-nous pour être brillants, hein, pour à montrer cette lumière qui est en nous. Et effectivement, un des freins importants, c'est l'argent. C'est les peurs de manquer, quelles seront les conséquences si je n'y arrive pas. Il y a souvent la peur de l'échec derrière. Et vraiment, on travaille beaucoup nos zones d'ombre. Je vois comment on accueille nos zones d'ombre. Ça change beaucoup de choses dans la vie. Je prends l'exemple de l'échec. Les personnes qui ont tellement peur d'être dans l'échec, leur meilleure stratégie, souvent, je n'essaye pas, comme ça je ne serai pas un échec. Et je leur dis, au moment où tu n'essayes pas, tu es déjà un échec. Donc, plutôt, vas-y, expérimente la vie. Personnellement, je suis vraiment pour faire ses premiers pas et oser sortir de notre zone de confort, parce que c'est là où on découvre tout un trésor finalement, un endroit auquel on n'a jamais accédé. Et l'échec, au contraire, moi je trouve que c'est là, et mes livres, et ça me plaît, hein, c'est bien ça, c'est dans ce défi-là, il y a un trésor au contraire, et c'est comme si en le provoquant ou en étant dans cette situation, une autre partie de nous va se révéler et la vie va avoir de plus en plus de sens. Hein. Parce que les défis... Quelle est ta vision des défis? Comment les traverser? Qu'est-ce qui nous amène? C'est-à-dire que dans la vie, on peut voir les choses effectivement comme tout est expérience de vie. Et qu'est-ce que j'en fais? Finalement, ce n'est pas l'événement lui-même qui est important, c'est qu'est-ce que j'en fais. Et effectivement, pour moi, l'échec, c'est juste une vue de l'esprit. Au moment où j'arrive à en faire un apprentissage qui me rend plus fort, ce n'est déjà plus un échec. Ce serait plutôt une réussite si je devais y coller une étiquette. Mais c'est juste une expérience de vie. Et c'est là où la vie est très joyeuse, quand on la prend comme étant juste des choses qui sont mises à ma disposition pour avancer, pour évoluer, pour donner le meilleur de moi-même. Parce que finalement, si je reviens à la notion de relation à l'argent, pour moi, ce qui est si important, c'est qu'au moment où chacun d'entre nous la pacifie, nous allons poser des actions qui ne sont pas uniquement à mon service, mais qui sont au service de la collectivité. Tant que je suis dans les peurs, j'ai juste la caméra tournée sur moi et c'est mes peurs qui, et Dieu sait si je connais ça, hein, ce sont mes peurs qui vont être le moteur de mes actions, mais qui vont être mes actions tournées sur moi. Au moment où elles peuvent être tournées sur le monde, et c'est là que finalement, nous allons aussi aider à ce que le monde change à travers ça. Parce que c'est là où on peut vraiment aider les autres. C'est vrai que l'argent... et cette liquidité et cette, comment on l'appelle ça, c'est une possibilité d'aider plus de monde. Enfin, je veux dire, il faut comment commencer à se guérir, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense qu'il nous manque un élément pour qu'on arrive quelque part à créer un shift, quelque chose dans cette vidéo là maintenant pour tout le monde, tous ceux qui regardent, de déjà vraiment, il y a un déclic à avoir, non? Face à ce que ça permet, l'accès que ça permet, et en même temps de mettre un prix sur nos services et tout ça. Alors c'est vrai que derrière tout ça, pour moi, il y a vraiment le travail de comment je peux être dans la confiance en la vie. Et ça change le monde, c'est-à-dire que ça change la vie déjà. C'est-à-dire comment je suis dans la confiance en la vie, enfin, avec mes mots, c'est-à-dire que je sais que quoi qu'il m'arrive, ce n'est pas contre moi, j'ai quelque chose à apprendre et surtout, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Et j'ai des exemples multiples qui montrent des personnes qui disent, mais au moment où j'ai osé faire des pas, il y a toute une série d'aides qui sont arrivées. Et finalement, je n'ai pas à me débrouiller tout seul. C'est comme si, je crois que c'est Paulo Coelho qui disait que quelque part, quand on est sur il a une expression, son chemin de vie, quelque part, il y a tout l'univers qui va militer pour que ça se passe bien pour nous. Hein. Voilà. Les Américains aiment bien ces petites affirmations ou ces citations du style « je mérite tout l'argent de l'univers pour m'aider sur mon chemin ». Là, j'invente un truc, mais est-ce qu'il y a des affirmations comme ça qu'on peut se dire, ou en se levant le matin, ou quelque chose pour un peu, ou une intention peut-être qu'on pourrait créer pour créer cette abondance, pour être en contact? Parce que quand on s'en est coupé depuis si longtemps, c'est pas évident de vouloir même commencer à ressentir ça. C'est une protection, hein, c'est des carapaces même qui ont été créées. Absolument. Alors c'est vrai qu'on peut se fabriquer des phrases, en tout cas, qui vont nous parler comme quoi j'y ai droit. Et vraiment, c'est important de se les dire, mais vraiment se les dire en étant en lien avec son cœur et pas juste avec le mental comme un rituel. Avec le mental, je ne dis pas que ça n'aura pas d'influence, mais ça n'aura pas la même influence. C'est vraiment d'y amener la joie de ce que ça va permettre. Et quand on se met en lien avec son cœur, c'est-à-dire qu'on va aussi élever son niveau vibratoire parce qu'il y a de l'amour qu'on va mettre derrière. Et pour moi, on se donne beaucoup plus de chances de transformer les choses. Donc là, effectivement, chaque fois que c'est possible, c'est bien de le faire. Je veux revenir sur ton histoire, les 23 ans en banquier, et ensuite 2009. Ça a mis 2 ans avant pour toi de vraiment passer complètement, enfin ne plus être banquier. Parle-nous de ton parcours.
Alors c'est vrai que... Cheminement pour maintenant faire ce que tu fais, c'est quand même extraordinaire, c'est deux mondes, et il y a plein de personnes qui sont amenées à devenir d'avocat à thérapeute ou de banquier ou dans tous les sens. En fait, c'est quand même, quand on a une éducation, un parcours, même un investissement de vie dans un métier où on a travaillé à la poste pendant X années et ensuite on se dit non, j'ai plus envie de ça, ou dans l'éducation nationale même. C'est des énormes changements qui demandent un courage infini. Oui. Alors c'est vrai que ça demande du courage, j'aime bien voir le mot courage comme agir avec cœur, si je le transforme ce mot-là. Et c'est vrai que pour moi, ce qui est pour moi surprenant, c'est qu'au moment où j'ai quitté la banque, donc j'ai fait partie des 5000 suppressions d'emplois à l'époque, et j'ai vraiment vécu ça comme un cadeau, hein, parce que tout de suite je me suis rendu compte que c'est l'occasion de faire ce que j'ai vraiment envie de faire et que je n'ose pas depuis un moment à cause de mes propres peurs. Et ce qui était étonnant pour moi, c'est que je n'étais pas du tout l'idée que la relation à l'argent soit mon thème phare, ce qu'il est aujourd'hui. J'étais un spécialiste de la communication non violente et d'autres choses. Mais finalement, en transformant moi-même cette relation à l'argent à travers Peter Koenig, qui a fait des travaux de recherche pendant de longues années là-dessus, et j'étais moi-même son organisateur pendant quelques temps, j'ai vraiment vu à quel point ça changeait ma vie, que c'était important que je puisse permettre à d'autres de le faire. Et c'est là, au moment où j'ai vu que, quand je faisais ça, j'étais vraiment à ma place. C'est vraiment là que j'utilisais pleinement mes dons et mes talents. Et que je prenais mon pied. Hein, je peux vraiment dire, je prenais mon pied en faisant ça. Et que je voyais que ça avait un impact chez les autres. Et quand j'entends des personnes qui me disent après, j'ai donné mon congé, je fais ce que je veux, c'est un cadeau pour moi aussi de me dire si j'ai pu modestement contribuer à ça, tant mieux. Donc vraiment, il y a eu ce passage-là. Et il a fallu effectivement 2 ans pour que les choses vraiment démarrent. Mais vraiment, c'était le travail permanent sous cette confiance à la vie, à le garder, à le maintenir et à continuer à travailler sur moi encore et encore pour permettre d'être toujours plus qui je suis et permettre toujours d'être plus en lien avec moi-même et avec ce que j'ai au fond de moi, ce que j'ai envie de donner au monde. Et comment l'idée est apparue? À quel moment le fait de faire des workshops comme ça, des séminaires, tout ça, et bientôt d'écrire un livre, comment tout ça est venu? Alors, à quel moment? Je veux dire, c'est dans un moment de silence. Et quels sont les conseils pour justement attirer à soi cette vision-là parce que beaucoup de personnes ressentent qu'elles ont envie de contribuer. Mais après, la question, c'est quoi? ouais. Alors, en tout cas, dans mon expérience de vie, ce que j'ai vu, le grand risque, c'est de vouloir mettre plein de choses dans sa vie, hein, vouloir organiser son temps, finalement ne pas oser vivre le vide de ne rien faire, le vide de juste laisser émerger. Je dis souvent à un moment donné, quand tu es juste plein de choses, comment peux-tu laisser la place pour que d'autres choses arrivent? Donc c'est vraiment important et ça a été pour moi, et c'est encore parfois pas toujours facile, la solitude, c'est quelque chose qui était une grande souffrance dans ma vie et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment à l'accepter, à l'accueillir pleinement, à faire des choses que j'aime, aller dans la nature, des choses comme ça, où là je vais laisser émerger des choses et tout à coup je vois qu'il y a une créativité qui émerge au moment où je m'ouvre à ça et c'est vraiment juste de cueillir ces fruits qui arrivent, je ne sais comment, mais qui arrivent. Mais pour ça je dois me donner du temps où je suis juste bien avec moi-même. Et surtout, voilà, calmer le rythme, prendre du temps. Merveilleux, ça me parle. Où est-ce qu'on peut, si on a envie de te rencontrer, te retrouver, est-ce que tu te balades aussi en France? Alors oui, j'anime des ateliers tant en Belgique, en France qu'en Suisse. Je le fais pour les particuliers sous forme de 2 jours, des ateliers. Mais je le fais aussi pour les métiers d'accompagnement, les coachs et autres qui eux-mêmes aimeraient pouvoir accompagner des personnes sous ce thème-là, sous 3 jours. Là, vraiment, j'apprends le processus qui permet aussi de travailler sur soi, mais de travailler avec les autres là-dessus. Et puis, je fais aussi des journées, j'appelle d'initiation à la relation à l'argent, qui est dans les milieux professionnels, des milieux associatifs, qui aimeraient avoir un peu plus d'informations. Et là, c'est déjà la partie prise de conscience. Après, pour voir s'ils veulent aller plus loin, ils en feront ce qu'ils veulent, mais ils ont déjà plus d'éclairage sur ce qui se passe, ce qui se joue pour eux. Merci. Et beaucoup de conférences aussi. Ah, merveilleux, c'est merveilleux. Je remercie Fanchon qui m'a mis en contact avec toi. Merci beaucoup, Christian. Merci Lilou aussi. Merci et bravo pour ce que tu fais en tout cas. Ça me touche beaucoup. Merci. Ta présence me touche. J'aime ces conversations qui sont juicy, j'aime ces conversations délicieuses d'âme à âme, je ressens, et ça se voit, et je pense que la plupart des personnes qui ont regardé cette vidéo ressentent ta présence, et c'est très très agréable d'avoir ça, c'est un véritable cadeau. Je te remercie et je vous embrasse, mes délicieux co-créateurs, on vous souhaite une merveilleuse journée, merci de partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous pensez ont un rapport à l'argent qui est peut-être un peu difficile. On vous embrasse. Au revoir.